Bienvenue à Parlons éthique, le podcast où nous parlons d'éthique pratique avec des spécialistes de différentes questions afin de nourrir nos réflexions et mieux agir. Justement, l'éthique ce n'est pas que discuter, c'est aussi agir. Parlons éthique s'est donc affilié à Supporte la Vague, un organisme d'aide international, non paternaliste et efficace qui vise à faire une grande différence. Pour plus d'informations ou pour faire un don, visitez le site supportelavague.org. De plus, tout l'argent fait par notre chaîne ira au support de l'organisme. Chaque écoute, like et souscription permet de faire une différence dans la vie d'une personne qui en a vraiment besoin. Tout notre contenu est disponible sur notre chaîne YouTube à Parlons éthique et vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook du même nom. À l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Mme Aude Bandini. Mme Bandini est professeure adjointe à l'UDM en épistémologie et en histoire de la philosophie analytique. Elle est également présidente de la Société canadienne d'épistémologie. Ses projets de recherche portent notamment sur l'ignorance volontaire, les croyances irrationnelles et l'articulation entre les savoirs biomédicaux et les savoirs expérientiels des patients. Elle nous présente aujourd'hui le fruit de ses recherches sur l'ignorance volontaire, c'est-à-dire l'aveuglement qu'une personne peut se faire lorsqu'elle souhaite ne pas savoir quelque chose. Elle fait une distinction essentielle entre un mal épistémique, le fait de ne pas savoir, et un mal moral, le fait de créer un tort. On explore différentes situations où le fait de ne pas savoir est parfois un mal moral, parfois neutre, et même parfois un bien. Comme vous pourrez l'entendre, Mme Bandini aime bien jouer. Et lors de notre discussion avant l'enregistrement, elle s'est lancé le défi d'utiliser un mot inusité qu'elle a réussi à glisser dans la conversation d'une main de maître à plusieurs reprises. On vous laisse deviner. Bonjour Mme Bandini, bienvenue à Parlons éthique. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un sujet qui, moi, personnellement, m'intéresse particulièrement, l'aveuglement volontaire. Et je crois qu'on peut aborder cette question-là de plusieurs façons différentes, par différents bouts. Est-ce qu'il y a une façon de l'aborder qui vous intéresserait particulièrement pour commencer à parler de ça? Alors, bonjour Romain, bonjour Kevin, merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, je me suis intéressée dans des travaux récents à la question de l'aveuglement volontaire, et plus particulièrement à la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait résoudre le paradoxe qui est à première vue posé par l'aveuglement volontaire, parce que le concept est quasiment contradictoire. C'est-à-dire que ignorer volontairement quelque chose laisse entendre qu'on sait ce que l'on veut ignorer. Si on ne savait pas ce que c'était, on ne pourrait pas l'ignorer volontairement. Et d'autre part, si on l'ignore volontairement, la volonté doit bien porter sur un objet et par conséquent, on ne l'ignore pas véritablement. Alors, prenons un exemple très concret. Je reviens de vacances où j'étais dans ma famille en France et où, évidemment, comme dans toute bonne famille italienne, on considère qu'il faut manger des pâtes à tous les repas et que, forcément, habitant loin dans les Amériques, je manque de nourriture, donc je me fais nourrir abondamment. Et je reviens à Montréal après les vacances et je sens que j'étais un petit peu serrée dans mes jeans. Et là, j'arrive dans la salle de bain et je vois mon pèse-personne et je me dis « se pourrait-il que j'ai engraissé ?» Je pourrais le vérifier en montant immédiatement sur ma balance. Et je choisis de ne pas le faire. Et ça, c'est une forme justement d'ignorance volontaire, c'est-à-dire que je préfère ne pas savoir. Et la question qui m'intéresse est celle de savoir dans quel contexte est-ce qu'il est légitime de ne pas vouloir savoir. Est-ce que, par exemple, moralement, ce que je viens de faire, en évitant de me mettre sur ma balance, refuser de savoir, est-ce que c'est toujours une mauvaise chose ? Parce qu'il semble qu'il y a clairement des contextes dans lesquels ignorer volontairement, par exemple, les conséquences de ces actes, parce que on ne veut pas y penser, parce que on se moque des conséquences et donc on est complètement égoïste. Dans un cas comme celui-ci, ça paraît clairement être ce qu'on appelle un vice épistémologique, c'est-à-dire une attitude que l'agent va endosser et qui va contre l'amélioration de l'atteinte de la vérité. Alors, d'une part, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que c'est possible ? Parce que, encore une fois, à première vue, ça paraît paradoxal. Et d'autre part, quel type de jugement moral ou même épistémique on peut porter sur une attitude comme celle-ci ? Est-ce qu'on a toujours tort dans toutes les circonstances de refuser volontairement de savoir ? Et cette question, naturellement, dépend de la réponse à la première question, à savoir, est-ce que c'est
possible? Est-ce que ça existe vraiment? Et la personne qui ignore volontairement ou s'aveugle volontairement à quelque chose, doit-on considérer que véritablement elle l'ignore? Ou doit-on considérer qu'en réalité elle sait et que l'ignorance n'est que de surface? Est-ce que c'est possible de faire de l'ignorance volontaire en tant que société, par exemple, ou c'est simplement des individus qui peuvent faire de l'aveuglement volontaire? C'est une excellente question. La position que je défendrais de ce point de vue-là serait proche de celle d'un autre philosophe qui s'appelle Kassim Kassam, qui a récemment dédié un livre aux vices épistémiques et aux conséquences que ça peut avoir sur le plan politique. Et une manière d'envisager les choses consiste à dire naturellement que les actes d'ignorance volontaire ou d'aveuglement volontaire sont des actes individuels qui peuvent avoir des conséquences sur le long terme et dans une plus large mesure s'ils sont partagés. C'est-à-dire si un certain nombre d'individus choisissent plus ou moins volontairement d'ignorer une certaine vérité, alors politiquement, ça peut poser problème. Et vous pouvez voir les choses à l'inverse, c'est-à-dire soit vous considérez que l'ignorance volontaire à l'échelle d'un pays trouve son origine dans des comportements individuels, soit vous pouvez considérer que, au contraire, c'est plutôt les structures d'éducation et les structures idéologiques potentielles d'un pays qui vont faire en sorte que les individus vont avoir plus tendance à ignorer volontairement un certain nombre de choses que d'autres. On est dans un contexte d'élection fédérale et on voit qu'il y a des différences dans les intérêts qui sont portés par les différentes provinces à certaines questions, dont la question énergétique et la question de la sauvegarde du climat. Pour quelqu'un qui vit au Québec ou en Colombie-Britannique, manifestement, la sauvegarde de l'environnement est quelque chose d'important et devrait être dans la liste de nos priorités. Et on considère qu'il faudrait mettre l'emphase sur les énergies renouvelables. En revanche, dans certaines autres provinces canadiennes, dans lesquelles l'économie est basée sur l'industrie du pétrole, l'emphase va être mise bien davantage sur le bien-être économique et les richesses engendrées par l'exportation de pétrole, et la question de l'environnement passe largement au second plan. Dans un cas comme celui-ci, on peut considérer qu'il y a peut-être des choix, mais même politiquement, un encouragement à l'égard des électeurs à ignorer volontairement l'idée que les énergies fossiles sont des énergies qui sont non renouvelables, et donc à court terme ou à moyen terme, elles vont s'épuiser, et d'autre part, elles sont extrêmement néfastes pour l'environnement. Donc, et ça rejoint une question plus globale qui est celle du déni de la réalité du changement climatique, et vous pouvez considérer que de ce point de vue-là, il y a des aspects politiques, au sens où il y a des aspects naturellement économiques qui entrent en jeu, mais également des aspects éducationnels, parce que les agents épistémiques, les personnes qui sont des agents de connaissance, deviennent et développent des capacités de connaissance en vertu du système éducatif dans lequel elles sont plongées. Et si vous éduquez un enfant ou un jeune citoyen à pratiquer l'aveuglement volontaire, naturellement, ce sera une population plus facile potentiellement à manipuler et à orienter sur un certain nombre de questions importantes. Et là, je voulais me faire l'avocat du diable. Est-ce que quelqu'un qui a une compagnie de pétrole pourrait dire que les gens qui sont pour la défense de l'environnement font de l'aveuglement volontaire à l'importance de l'économie? Alors l'argument que vous venez de mentionner est tout à fait l'argument qui est avancé par les défenseurs des énergies fossiles en mettant en évidence que les personnes qui préfèrent mettre la priorité sur les questions environnementales ne tiennent pas compte ou ignorent volontairement ce que l'arrêt de l'industrie du pétrole pourrait avoir comme conséquence, à savoir par exemple des pertes d'emploi pour toutes les personnes qui sont impliquées et qui travaillent pour les pétrolières. Pourtant, il me semble que des groupes écologistes, etc., sont tout à fait au courant de ces choses-là, mais ils sont pas ignorants. Là, j'ai l'impression que c'est plus un cas de gestion de priorité que vraiment un cas d'ignorance volontaire. Oui, tout à fait. Alors, la différence entre la question de la gestion des priorités et la question de l'ignorance volontaire, vous avez raison de la soulever. Effectivement, ce que répondront les groupes environnementalistes, c'est oui, on sait que arrêter l'industrie du pétrole va avoir des conséquences sur l'emploi et potentiellement sur la santé économique, davantage évidemment des provinces dont l'économie repose sur le pétrole. La différence avec l'aveuglement volontaire,
consiste précisément dans le fait que dans un cas, vous avez conscience de l'ensemble des alternatives et vous faites un choix éclairé et motivé, alors que dans le cas de l'ignorance volontaire, vous ne faites pas vraiment de choix, vous considérez que certaines alternatives ne sont même pas sur la table. Et comment est-ce que vous en arrivez à une situation comme celle-ci? Précisément par ignorance, mais aussi parce que vous ne voulez pas envisager les alternatives qui vous donneraient tort. Là, j'ai l'impression qu'avec la formulation que vous venez de faire, on revient un petit peu au paradoxe que vous évoquiez tantôt, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grande dimension psychologique qui est sous-jacente au problème. Oui, en effet, sur la question de l'aveuglement volontaire, c'est une question en un certain sens de psychologie morale ou de psychologie épistémologique. Et il y a beaucoup de travail qui ont été faits en psychologie empirique sur la question de savoir exactement comment nous gérons cette ressource très précieuse mais très limitée qui est notre attention. Alors vous avez cette expérience assez fantastique qui a été menée il y a quelques années où vous aviez des personnes à qui on demandait de regarder une courte vidéo et on leur attribuait une tâche cognitive assez lourde à faire qui requérait beaucoup d'attention, à savoir dans le vidéo vous aviez 2 équipes de 4 personnes respectives, je crois, avec des dossards de couleurs différentes qui se faisaient des passes de basket. Et ce que les individus avaient pour tâche de faire, c'était d'arriver à compter le nombre de passes que l'équipe des Bleus arrivait à se faire entre elles, sachant qu'il y avait d'autres joueurs qui intervenaient dans la scène. Donc c'est un vidéo assez court qui fait une 30aine de secondes. Et donc on voit les individus qui, rouge et bleu, se passent le ballon de basket. Et ensuite, une fois le vidéo terminé, on demande aux personnes qui ont regardé de dire combien de passes elles ont pu observer. Et donc les réponses varient un petit peu, mais on leur demande aussi s'il n'y a rien dans le vidéo qu'elles viennent de voir qui leur a paru un peu curieux, étrange, inattendu. Et la très grande majorité, voire même parfois la totalité des individus répondent non, on voyait simplement des individus qui se passaient un ballon, etc. Et là, les expérimentateurs repassaient la vidéo en leur indiquant « Regardez, il devrait y avoir quelque chose dans la situation qui devrait attirer votre attention ». Et en fait, il s'avérait que sur le vidéo, au milieu des joueurs de basket qui se faisaient des passes, il y avait un individu en costume d'énorme gorille qui passait entre les joueurs de basket, qui faisait tout un tas de poses. Il était évident, il était énorme. C'était impossible de ne pas le voir, en tout cas. Mais de facto, quand votre attention est concentrée sur une certaine tâche exigeante psychologiquement ou cognitivement, vous faites abstraction d'un certain nombre de choses. Ce qui, en soi, est certainement à la fois normal et efficace pour notre propre survie. En termes de psychologie évolutionniste, vous pourriez effectivement très bien expliquer que, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes plongé, certaines situations, certains patterns attirent davantage votre attention que les autres. Et un exemple simple, c'est celui de la conversation. Vous êtes dans un restaurant ou dans un bar en train de discuter avec quelqu'un, il y a de la musique, il y a d'autres personnes qui parlent, et vous faites abstraction des conversations qui se tiennent à côté de celles que vous êtes en train de mener. Ou si la personne vous ennuie véritablement, vous écoutez ce qui se dit sur la table à côté. J'ai trouvé ça juste une anecdote. Il y a quelques mois, j'étais dans un bar, je travaillais, et il y avait à la table d'à côté deux jeunes hommes qui discutaient de choses et d'autres, et puis j'étais en train de lire un article où je sais plus trop ce que j'étais en train de faire, et à un moment donné, ils se sont interrompus pour me poser la question de savoir si c'était correct qu'ils parlent du dernier épisode de Game of Thrones, parce qu'ils ne voulaient pas qu'en écoutant leur conversation, j'apprenne quelque chose que je ne voulais pas savoir n'ayant pas vu l'épisode. Et ça, c'est très attentionné. N'est-ce pas ? J'ai trouvé ça extraordinairement gentil, délicat,
Et ça témoignait de l'intérêt et du prix qu'eux-mêmes donnaient à ne pas divulguer, parce que je pense qu'ils auraient été très fâchés si quelqu'un leur avait divulgaché la fin. Mais ça, c'est un bon exemple de quand on se pose la question de savoir si l'ignorance volontaire est une bonne chose ou une mauvaise chose en soi. Eh bien, dans le cas de quelqu'un qui est très adepte d'une télésérie et ne veut pas savoir la fin parce qu'il veut la voir, eh bien, de demander aux personnes qui l'entourent « Je sais que tu sais, mais je ne veux pas savoir parce que it spoils the fun ». Donc, dans un cas comme celui-ci, on voit comment l'ignorance volontaire est possible. Donc, de ce point de vue, je veux la vérité, mais je veux la découvrir par moi-même et j'exclus volontairement la possibilité d'avoir cette connaissance plus tôt ou de manière, pour moi en tout cas, prématurée. Ou en tout cas, c'est pas de cette manière que je veux apprendre la vérité. Et avec ce que vous dites, on voit qu'il y a une grosse part en fait de l'inconscient. Et je me demande comme ça, pour vous, dans votre travail, c'est comment vous faites pour dealer avec l'inconscient d'une certaine manière? Alors effectivement, vous pouvez envisager les choses de différentes manières. C'est-à-dire que si vous voulez tenir un individu comme responsable pour avoir volontairement ignoré quelque chose, ça signifie que vous considérez que son comportement était volontaire, délibéré, qu'il aurait pu faire autrement, mais qu'il a choisi de faire ce qu'il a fait. Alors prenons 2 exemples pour essayer de mettre en évidence les cas dans lesquels l'ignorance volontaire finalement est quelque chose d'inconscient, comme dans la dimension du déni ou de certaines pathologies d'ordre psychiatrique. Par exemple, ce qu'on appelle l'anoxologie. Alors, c'est le refus de reconnaître que l'on a une certaine pathologie, et dans certains cas, c'est très surprenant. Des personnes qui ont, par exemple, un membre handicapé vont refuser de reconnaître que leur membre est handicapé ou qu'ils ne peuvent plus bouger leurs bras ou ne peuvent plus bouger leurs jambes. Alors c'est évidemment un véritable défi pour les médecins que d'arriver à leur faire reconnaître que si, ils ont un problème et que non, ils vont pas pouvoir rentrer chez eux et qu'il va falloir peut-être procéder à des interventions plus ou moins lourdes. Dans un cas comme celui-ci, on est dans un cas où le registre est celui véritablement de la pathologie et le sujet ne peut pas être tenu pour responsable de ses croyances parce que les mécanismes qui sont à l'œuvre font que cet individu n'est plus dans le registre de la rationalité. Pour arriver à considérer, c'est une remarque que fait Donald Davidson dans son ouvrage « Les paradoxes de l'irrationalité ». Pour pouvoir parler d'irrationalité, on doit se placer dans le cadre qui est celui de la rationalité, là où la rationalité, dit-il, est chez elle, parce qu'il y a aussi le cadre non plus de l'irrationalité, mais de la rationalité. Et dans le cas de la maladie psychiatrique, on est dans le domaine de la rationalité. Si on essaye de comprendre l'irrationalité en tant que telle, ça présuppose que la rationalité est possible. Alors la question est de savoir comment est-ce qu'on peut à la fois être un sujet rationnel et pratiquer l'aveuglement volontaire. Vous souleviez précédemment la question de l'inconscient. Il est assez clair que nous ne sommes pas tout le temps en train de gérer nos états mentaux, tout simplement parce que nous n'avons pas les ressources cognitives pour faire ça, c'est extrêmement coûteux. Par conséquent, il y a une part d'aveuglement volontaire qui certainement est inconsciente et qui renvoie soit à des dispositions biologiquement ancrées, soit à une éducation en vertu de laquelle on va prêter davantage attention à certaines choses et faire abstraction d'autres choses. Dans un cas où l'inconscient est impliqué, il est difficile de parler d'ignorance volontaire. Ce qui pourrait être volontaire, c'est la capacité à acquérir la disposition à ne pas faire attention. Par exemple, on peut essayer d'expliquer à un enfant qu'il faut qu'il fasse abstraction des commentaires haineux, de jalousie que d'autres enfants peuvent avoir sur lui. On peut lui dire, écoute, ce sont des ignorants, n'écoute pas ce qu'ils disent et fais ce que tu as à faire et peu importe. Et une manière d'arriver à surmonter cette situation ou de s'adapter consisterait à ne pas faire attention. Et en un certain sens, nous le faisons tous.
Nous avons une disposition et cultivons en nous une disposition à ne pas tenir compte de l'opinion des autres dans certaines circonstances. En revanche, il y a des circonstances dans lesquelles l'opinion des autres paraît appropriée, ou en tout cas il serait important pour nous de la prendre en considération. Si je fais quelque chose de mal ou d'offensant pour d'autres personnes et qu'elles me le disent, ou qu'elles me disent que ce que je fais est incorrect ou est mal, ça peut être une bonne chose pour moi d'en tenir compte. Donc c'est la question de la manière dont vous allez cultiver en vous-même votre aptitude à être sensible et à répondre adéquatement, par exemple, à la critique. La personne qui pratique l'ignorance volontaire parce qu'elle est extrêmement arrogante, elle a une telle foi en elle-même que peu importe les commentaires des autres personnes et ce que les autres peuvent lui dire, il ou elle n'en tient pas compte. Et il ou elle a cultivé ce trait pour être plus fort ou pour surtout ne pas se remettre en cause. Là, ça peut devenir quelque chose d'inconscient, c'est-à-dire que par habitude, c'est un trait de caractère que la personne a développé, elle poursuivra sa route, quelles que soient les remarques qu'on pourrait lui faire et notamment les critiques. Donc quelque chose qui devient inconscient au sens d'une habitude peut néanmoins être volontaire dans la mesure où le sujet s'est construit de cette manière-là et donc a fait un choix et a considéré que entre sa propre opinion et celle des autres, c'est la sienne qui prévaut et celle des autres importe peu. Ça peut être une responsabilité individuelle, la plupart du temps, néanmoins, c'est aussi une question d'éducation familiale ou de niveau social. Donc en ce sens-là, l'ignorance volontaire, même si à un moment donné elle est inconsciente, à partir du moment où on considère que l'agent est rationnel et qu'il a pu lui-même choisir le type d'agent connaissant qu'il est devenu, soit un agent connaissant attentif à la critique et au débat, soit un agent connaissant qui volontairement s'est constitué de manière à toujours être d'accord avec lui-même sans jamais tenir compte de l'avis d'autrui, alors il est bien responsable de son attitude. J'ai l'impression que ça peut être un peu problématique, cette position-là, compte tenu du fait que la plupart de nos façons d'agir remontent à des expériences à l'enfance où on ne pouvait pas choisir vraiment à ce moment-là et que c'est à partir de ça qu'on construit. Donc ça devient difficile de mettre la limite, j'imagine, au plan juridique. Au plan juridique et même au plan moral, dans la mesure où, effectivement, vous pouvez toujours vous demander dans quelle mesure vous êtes tout à fait responsable du type de personne que vous êtes et ne pas véritablement en avoir conscience. Mais à ce moment-là, on peut renvoyer à la leçon kantienne dans Qu'est-ce que les Lumières ? Qu'est-ce que les Lumières ? C'est atteindre sa propre majorité et oser penser. Ça n'est pas par hasard que les cours de philosophie sont obligatoires dans la formation générale au cégep, parce qu'on considère qu'arrivés à l'âge de 17-18 ans, les étudiants de cégep vont pouvoir voter, donc sont des citoyens responsables. Et ça passe par une autonomie intellectuelle. Et on considère qu'ils ont les moyens de gagner leur autonomie intellectuelle. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie intellectuelle ? C'est la capacité de pouvoir former ses propres croyances et ses propres jugements sur la base de preuves ou d'arguments qu'on juge soi-même suffisants. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours raison, mais ce à quoi les cours de philosophie au cégep, de mon point de vue d'ancienne prof de cégep, ce à quoi ça sert, c'est précisément à instaurer ce retour critique des individus sur l'éducation qu'ils ont potentiellement reçue et sur le type de personnes qu'ils sont ou qu'elles sont et ce qu'ils ou elles veulent devenir en tant qu'agent moral, mais aussi en tant qu'agent épistémique. Et en ce sens-là, on oblige les étudiants à se prêter à l'exercice socratique, qui est aussi un peu l'exercice cartésien du « connais-toi toi-même ». Quel type d'agent épistémique est-ce que tu es et quel est le regard critique que tu peux porter sur le type d'éducation que tu as reçu. Et les cours de philosophie, que ce soit au cégep et a fortiori à l'université, obligent les étudiants à se poser la question de savoir comment est-ce que j'ai acquis les connaissances que j'ai acquises jusqu'à présent et quel type d'agent épistémique est-ce que je suis, et plus largement, quelles sont les déterminations sociales, psychologiques,
historiques auxquels j'ai été confrontée et qui font de moi ce que je deviens. Et de m'interroger sur, naturellement, mes propres préjugés. Et de m'interroger aussi sur les choses auxquelles, spontanément, je ne prête pas attention. À partir du moment où on a cette prise de conscience, eh bien, on se donne les moyens précisément de faire ce que j'appelais une espèce de management ou d'organisation et de propre gestion de ces états mentaux. Ce retour-là cognitif peut apparaître dans certaines situations, notamment les situations où on se rend compte qu'on a tort. Ça s'appelle pas l'introspection? C'est une démarche introspective, effectivement. Je me connais moi-même, à la fois quelles sont mes valeurs, les choses qui sont importantes pour moi, mais je me connais moi-même comme agent épistémique. Et là, je peux me rendre compte, par exemple, que j'ai une certaine tendance à la superstition. J'ai lu Popper, je sais que l'astrologie est une pseudo-science et que les horoscopes sont formulés de telle manière que finalement, ils peuvent se révéler vrais pour tout le monde parce qu'ils sont tellement généraux qu'en réalité, je vais toujours pouvoir me relier ma situation à ce qui est écrit dans mon horoscope. Donc je sais que c'est faux, mais je continue à lire. Là, je peux me poser la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai cette conduite irrationnelle ? Eh bien, parce que, en réalité, la plupart du temps, ce qu'on m'annonce dans mon horoscope, c'est que ça va aller. Et donc, ce que je cherche le matin, quand je suis dans le métro avec mon journal gratuit, c'est une espèce de petite tape dans le dos pour m'encourager à aller affronter ma journée. Une autre manière d'opérer cette introspection et ce retour critique-là, et d'être un agent épistémique responsable, consiste à varier ses sources d'information. Et je le dis très humblement, j'en ai fait moi-même la douloureuse expérience lors de la dernière élection américaine, au cours de laquelle, à aucun moment, je n'avais envisagé la possibilité de l'élection de Donald Trump. Sérieusement. Pour moi, c'était quasiment inconcevable. Et il s'est passé ce qu'il s'est passé, et je me suis posé la question de savoir, mais comment se peut-il que, étant éduquée avec mon doctorat, mon post-doctorat, un poste à l'université, etc., je n'ai pas vu ça venir. Dans quelle réalité est-ce que je vis pour croire qu'une chose pareille était impossible ? En m'interrogeant moi-même, je me suis aperçue qu'en réalité, toutes mes sources d'information, notamment par les réseaux sociaux, eh bien naturellement, les algorithmes des réseaux sociaux sont faits de telle manière que on vous propose des informations en fonction du type d'information ou de source que vous avez précédemment consulté. J'ai tendance à lire des journaux ou des magazines ou à discuter avec des personnes qui, comme par hasard, pensent comme moi. Et en ce sens-là, nous avons créé une espèce de petite bulle épistémique dans laquelle certaines possibilités, par principe, étaient exclues. Et on a eu tort. Et que, à l'avenir, et c'est ce que j'essaye de faire maintenant volontairement, de corriger l'ignorance et de croiser les sources et de me confronter à des opinions qui sont divergentes. Et ça, c'est aussi une vertu, me semble-t-il, qu'il est difficile de cultiver en soi-même, parce que spontanément, on aurait tendance à faire l'inverse, qui consiste à, pour les questions qui sont importantes, chercher les objections ou chercher à trouver des sources qui affirmeraient le contraire de ce qu'on pense pour pouvoir justement peser les arguments. Et il arrive qu'on change d'avis sur une question. Et John Stuart Mill, justement, dans De la liberté, en parlait en long et en large de cette aptitude-là. On devrait passer plus de temps à étudier les arguments inverses que ses propres arguments et qu'on doit avoir les gens les plus compétents pour pouvoir bien exposer les arguments inverses pour avoir la meilleure opinion possible. Donc, je crois que votre conjoint aussi est un spécialiste de Mill. Effectivement, alors c'était un très bon exemple. Quand vous avez un couple de philosophes dont l'un travaille sur John Stuart Mill et Auguste Comte, et d'autre part l'autre qui travaille en philosophie analytique plus contemporaine, naturellement, il y a de la chicane. Pas toujours. Il y a de la chicane, par exemple, sur la question de savoir lequel d'entre nous fait vraiment de la philosophie et lequel fait simplement de l'histoire des idées. Vous imaginez bien quelle est la position que j'adopte de ce point de vue-là. Mais c'est assez intéressant dans la mesure où, effectivement, nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de choses, mais étant bons philosophes, nous argumentons. Et il n'y a rien de plus qu'un philosophe aime que d'argumenter à peu près éternellement, mais on s'entend bien.
néanmoins. Quand on parle pas de philo, Espérons. tout est correct. Est-ce que c'est un des devoirs justement qu'on a à faire? Parce que je sais que tout à l'heure vous avez parlé du fait qu'on aurait comme des devoirs épistémiques et moraux par rapport à l'ignorance volontaire. Donc justement, est-ce qu'un de ces devoirs, c'est d'aller voir ce qui se passe du côté adverse, disons, des idées? Oui, cependant, je pense que c'est très contextuel, c'est-à-dire que naturellement, allez imaginer des objections que l'on pourrait vous faire, allez consulter les personnes ou les sources d'informations dont vous savez a priori qu'elles vont contredire ou être en opposition avec votre propre position. Vous ne pouvez pas faire ça tout le temps. Encore une fois, vos ressources cognitives, et les miennes aussi, sont limitées. Et aller chercher la contradiction, c'est extrêmement coûteux. C'est coûteux cognitivement, c'est coûteux émotionnellement aussi, parce que on prend un risque, c'est désagréable, et si on fait face à une contradiction ou une objection, alors on se sent le devoir d'y répondre, et on s'embarque dans une entreprise épistémologique et cognitive qui peut être longue, qui peut être difficile, et qui éventuellement pourrait aboutir à une aporie, c'est-à-dire qu'on est en désaccord avec quelqu'un, et à la fin de la discussion, comme dans certains dialogues de Platon, on se rend compte que ni l'un ni l'autre ne dispose de la vérité ou d'un argument qui serait parfaitement définitif ou conclusif sur la question. J'ai l'impression que c'est pas la pire chose qui peut se passer parce que si t'as pas la bonne attitude, j'ai l'impression qu'aller voir de l'autre côté, ça peut même juste renforcer sa position, devenant encore plus rigide si on n'a pas l'attitude d'ouverture suffisante. Donc, il y a une préparation psychologique nécessaire avant d'être vraiment ouvert aux idées des autres, sinon ça peut juste empirer la situation. Oui, vous avez des études empiriques et ce sont des exemples qui sont souvent pris par les philosophes eux-mêmes. Quand vous écrivez un article et que vous le soumettez à une revue, avec un peu de chance, vous avez l'opportunité de réviser et de resoumettre. Il est assez rare que l'article soit accepté tout d'un coup. Et naturellement, quand votre article est refusé ou qu'un résumé pour une conférence est refusé, vous voulez savoir pourquoi, parce que normalement, vous pensez que votre article était digne d'être publié. Et comme un étudiant qui a une mauvaise note à son travail va se jeter sur les appréciations pour essayer de comprendre pourquoi, la première disposition qu'on va avoir, et c'est assez répandu chez les professeurs d'université comme chez les étudiants, et comme certainement dans la population générale, va consister à vouloir défaire ou contrer toutes les critiques qui auront été proposées pour essayer de prouver que mais si, on avait raison. Et donc, dans un cas comme ça, la bonne attitude à avoir consiste à laisser la poussière retomber, laisser les émotions de frustration et de colère potentielle et de sentiment d'injustice retomber et potentiellement ensuite, avec la tête froide, reprendre les commentaires et être juste soi-même dans l'évaluation des critiques qu'on vient de recevoir. Vous décrivez exactement certains moments de mon baccalauréat. C'est très désagréable. C'est extrêmement désagréable d'avoir tort. Personne n'aime ça. Et pourtant, dans certains cas, naturellement, il est important de savoir qu'on a tort quand on a tort, si ce qui nous intéresse, c'est l'acquisition de la connaissance. Vous avez beaucoup abordé l'idée qu'il y a des bonnes raisons quand même de s'aveugler volontairement et des mauvaises raisons aussi. Est-ce que vous avez d'autres exemples de bonnes raisons? Alors, c'est une question qui est difficile. La position que je défends est la suivante. On doit distinguer, me semble-t-il, la responsabilité épistémique de la responsabilité morale. La thèse que je défends, et qui peut être contestée, et qui l'est de facto, c'est la thèse selon laquelle, du point de vue épistémique, refuser volontairement d'acquérir une connaissance, c'est un mal épistémique. Ça n'est pas nécessairement un mal moral. Et dans certains cas, effectivement, vous pouvez refuser la vérité ou refuser d'acquérir la connaissance alors qu'elle est à votre disposition, comme dans le cas de la personne qui ne veut pas savoir quelle est la fin de la télésérie qu'elle n'a pas encore vue. Dans ce cas-là, il ne semble pas qu'il y ait un mal moral qui soit impliqué. En revanche, naturellement, et c'est pour ça que la doctrine de l'ignorance volontaire ou de l'aveuglement volontaire existe dans le droit criminel,
il y a des cas dans lesquels la personne aurait dû savoir et peut être condamnée ou considérée comme responsable d'un méfait, précisément parce que elle n'a pas fait cet effort épistémique et que, en un certain sens, on va considérer du point de vue du droit, c'est ce qu'on appelle la thèse de l'équivalence, que la personne qui a ignoré volontairement une certaine vérité doit être considérée comme aussi responsable que si elle avait su. L'exemple classique dans la littérature, et en fait c'est en réaction à ces problèmes-là que la doctrine de l'ignorance volontaire est entrée dans le droit à la fois américain et canadien, c'est le cas des mules, c'est-à-dire le cas des personnes qui étaient utilisées par les trafiquants de drogue, notamment à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, où ces individus-là étaient chargés de transporter la drogue d'un côté à l'autre de la frontière. Et pour précisément ne pas être condamnés en cas d'arrestation par la police des frontières, il s'agissait simplement pour elles de ne pas savoir ce qu'elles transportaient, ou du moins d'affirmer qu'on les avait payées pour transporter une valise ou un contenant quelconque, mais qu'elles ignoraient complètement ce que ce contenant ou cette valise contenait, et que par conséquent, elles ne peuvent pas être tenues pour responsables de trafic de drogue, puisqu'elles ne savaient pas que c'était de la drogue. Et naturellement, ici se pose la question de la mauvaise foi, et finalement la doctrine sartrienne de la mauvaise foi est aussi une manière d'envisager la question de l'ignorance volontaire. On peut considérer, du point de vue du droit, que pour un individu ordinaire, recevoir une forte somme d'argent en l'échange du fait de transporter une valise au travers de la frontière est quelque chose de louche. C'est pas quelque chose qui vous arrive tous les jours, et que si on vous donne beaucoup d'argent, il y a peut-être quelque chose d'important qui est en jeu, et que par conséquent, vous devriez savoir. Donc ce qui irritait beaucoup les forces de police américaines, c'était précisément cette stratégie de défense. Et c'est là que les choses deviennent à la fois intéressantes et difficiles, à savoir quand est-ce qu'on peut considérer qu'un individu qui est dans un état d'ignorance est arrivé dans cet état d'ignorance volontairement et en est donc responsable, ou ignore simplement par distraction, par bêtise. On ne peut pas condamner criminellement les gens parce qu'ils sont bêtes. On pourrait vouloir que ce soit le cas. Mais vous avez eu ces histoires tout à fait dramatiques. Il y a quelques années, un papa qui a oublié son bébé dans l'auto. Et malheureusement, le bébé est décédé vraisemblablement de déshydratation. Et là, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'une personne rationnelle ou ordinaire qui a un bébé fait ? Et on pourrait dire, ce papa est responsable de n'avoir pas porté attention à ce qui était important, à savoir son bébé. Donc dans un cas comme ça, est-ce qu'on a affaire à de la négligence ? Et c'est très difficile, il faudrait être dans l'esprit de cette personne. Il est évident que dans un cas comme celui-ci, aussi dramatique, le papa n'est pas responsable de ce qui s'est produit. Les circonstances étaient particulières. On peut très bien imaginer que vous êtes justement sur votre pilote automatique, vous pensez à votre travail, vous avez une journée particulièrement stressante et vous filez tout droit au travail, le bébé dort, il n'y a pas de bruit, et vous êtes déjà dans votre présentation qui s'en vient dans 1 heure. Vous sortez de l'auto et vous allez au travail et malheureusement, le drame se prépare. Dans un cas comme celui-ci, il est difficile de dire qu'on a affaire à de l'ignorance volontaire. En fait, moi, je suis extrêmement lunatique. C'est quelque chose qui me hante. Quand j'ai entendu cette histoire-là, je me suis dit, j'aurais pas de voiture, premièrement. Une chance. mais me connaissant et connaissant que ça s'est arrivé, je me dis, il faut que je mette en place des mécanismes pour contrer, justement. Donc, j'essaie de le moins aveugle volontairement à ce niveau-là, parce que je sais que ce serait le genre de choses qui pourrait m'arriver. Donc, je vais mettre en place plusieurs mécanismes pour éviter que ça arrive. Mais effectivement, il faut distinguer l'ignorance volontaire de la distraction. La distraction n'est pas volontaire. Ensuite, effectivement, vous pouvez prendre conscience du fait que vous êtes souvent distrait. Personnellement, j'ai un énorme problème avec les dates et les lieux. C'est-à-dire que les rendez-vous, pour moi, je ne sais pas, cognitivement, il y a un problème. Je suis jamais à la bonne place, à la bonne heure. Les étudiants en souffrent beaucoup, j'en suis vraiment navrée, mais ça m'arrive souvent d'arriver dans une classe qui n'est pas la mienne, ou d'arriver dans ma classe, mais c'est pas la bonne heure, et puis là, il y a un cours de
statistique et je comprends pas et j'agresse le collègue en disant mais oust, c'est mon cours, et puis tout d'un coup je me rends compte que c'est pas mes étudiants. Je note tout et même avec ça, j'arrive encore à me perdre, ne pas être encore une fois à l'heure et au bon endroit. Ça, c'est prendre ses responsabilités épistémiques, justement, d'essayer de trouver des stratégies. Si vous savez que vous avez tendance à être négligent, eh bien vous mettez des petites notes ou vous faites un nœud avec votre mouchoir pour être sûr, par exemple, de ne pas oublier. Est-ce que vous avez un contrôle total sur tout ce qui peut se passer ? Naturellement non. Et encore une fois, l'exemple de l'expérience en psychologie empirique avec le gorille au milieu des joueurs de basket montre que vous ne pouvez pas être attentif à tout. Et d'autre part, vous pouvez même considérer que épistémologiquement, vous ne devez pas être attentif à tout parce que sinon, vous seriez attentif à des choses qui n'ont pas d'importance ou qui ne sont pas pertinentes pour l'enquête cognitive que vous êtes en train de réaliser. On a tous cette expérience, comme enseignants et étudiants, de commencer à travailler sur quelque chose, de lire une note de bas de page qui renvoie à autre chose, qui renvoie à autre chose, qui renvoie à autre chose. Et là, vous vous retrouvez à lire un livre sur le patrimoine génétique exceptionnel des ornithorynques. Ce qui est très loin de votre sujet de départ en épistémologie. Donc c'est la distraction et la dérive. Donc vous devez justement, ça peut être très intéressant de savoir d'où viennent les ornithorynques et comment est-ce que une espèce aussi fantastique a pu voir le jour et exister encore et pourquoi les mammifères ont pris le dessus sur ces animaux étranges qui pondent des œufs et qui allaitent. Mais c'est pas la question qui vous intéresse et vous devez revenir à votre sujet principal. Donc encore une fois, ayant conscience de la tâche épistémique qui vous est attribuée, vous avez un certain contrôle sur les stratégies que vous allez mettre en place pour atteindre votre but. Et pouvoir prendre en considération et reconnaître vous-même que vous êtes en train de céder à des habitudes comme la distraction ou la procrastination. La procrastination peut être rapprochée de l'ignorance volontaire assez fortement. Alors pour un exposé complet sur la procrastination, je vous renverrai à ma collègue Christine Tapollet, dont je me demande si, en fait, l'autorité épistémique sur la question est tout à fait établie, dans la mesure où j'ai pas l'impression que ça soit quelqu'un qui procrastine, contrairement à moi, qui peut vous en parler vraiment longtemps. La procrastination, très rapidement, c'est en fait une espèce de raisonnement biaisé en vertu duquel vous avez une tâche à accomplir et vous déléguez à votre moi futur la capacité d'accomplir cette tâche. C'est-à-dire que vous avez une espèce de surconfiance dans les capacités que vous aurez demain et que vous n'avez pas présentement. Mais l'ensemble des données dont vous disposez, à savoir l'ensemble de vos expériences passées, vous ont montré que non, vous ne pouvez pas terminer ce travail en 2 heures. Et pourtant, vous croyez que demain, vous allez être extrêmement en forme, ou que vous allez être extrêmement concentré et qu'en 2 heures, ce sera terminé. Et d'ailleurs, eh bien, vous commencez par intituler votre document « manuscrit final ». Et ça ne marche jamais. Parce qu'en général, il y a manuscrit final 1, manuscrit final 2, manuscrit final vraiment final, manuscrit final c'est vraiment le dernier, etc., etc. Et là, il y a bien un biais de raisonnement. Dans quelle mesure est-ce que l'ignorance volontaire intervient ? Eh bien, justement, dans le fait que vous ne prenez pas en considération vos expériences passées qui prouvent que vous n'avez pas les compétences ou les aptitudes que vous attribuez à votre moi futur. Vous n'êtes jamais parvenu à terminer un travail en 2 heures. Toute votre expérience passée le prouve, mais vous continuez à croire que vous allez y parvenir parce que ça vous arrange. On ne peut pas être considéré comme responsable d'une ignorance volontaire si l'ignorance portait sur des informations qui sont difficiles à obtenir. On ne peut pas reprocher à une personne qui, par exemple, mettrait son... Je ne sais pas où on est rendu dans la doctrine de « il faut mettre les bébés sur le dos » ou sur le ventre pour dormir, les choses ont changé. Est-ce qu'il faut les suspendre par les pieds Je pense que c'est changé souvent, la nouvelle doctrine, c'est que ça soit pas toujours de la même façon. Donc on pourrait pas
reprocher à un parent de ne pas être au courant du dernier article qui a été publié dans le British Medical Journal à propos de la corrélation entre si on suspend un enfant par un pied en lui mettant la main droite dans un bac d'eau glacée et, encore une fois, l'enveloppant d'une fourrure d'ornithorynque, puisque c'est notre animal totem du jour. Cette personne-là, on ne peut pas reprocher à un parent de ne pas savoir ça, parce que ça demanderait beaucoup d'efforts et d'études et de réflexion et de comparaison entre les différents articles qui ont été publiés. Les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, etc., etc. En revanche, dans le cas de la procrastination, les preuves sont disponibles. Vous savez fondamentalement que vous n'arriverez pas en 2 heures à terminer ce travail. Et pourtant, vous arrivez à vous persuader vous-même, ou en tout cas à faire abstraction de tout ce que votre expérience passée vous a enseigné, pour continuer à croire, parce que, d'une certaine manière, ça vous arrange, que vous aurez des super pouvoirs intellectuels le lendemain. Et dans le cas de la doctrine juridique, c'est à ça aussi que l'on est confronté, où on se pose la question de savoir, dans un cas criminel, où une personne argue du fait qu'elle ne savait pas ce qu'elle était en train de faire, ou elle ne savait pas quelles conséquences son acte allait avoir. Par exemple, une personne qui, en temps de sécheresse, jetterait un mégot de cigarette par la fenêtre, qui tombe dans la forêt, et ça déclenche un incendie considérable. Est-ce que cette personne peut être tenue pour pénalement ou criminellement responsable ? L'individu pourrait arguer du fait que j'ai jeté ma cigarette sans penser aux conséquences. Et là, on pourrait considérer que l'individu, entrant par exemple dans un parc national, a vu qu'il y avait des énormes panneaux dans lesquels il était inscrit « Attention, sécheresse intense, interdiction de faire des feux si vous faites du camping, etc. » Et là, on va considérer que l'individu est responsable. Peu importe les choses qu'il va pouvoir avancer, on estime que raisonnablement, les informations étaient à sa disposition et que s'il n'a pas su, ça n'est pas par mécanisme inconscient, ça peut être par distraction ou par négligence, mais dans un cas comme celui-ci, la négligence est coupable et l'ignorance est coupable. Et très vraisemblablement, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé pris avec sa cigarette, il a la mauvaise habitude de les jeter par la fenêtre et il n'a pas eu envie de garder son mégot dans son auto parce que ça sent mauvais et tant pis pour la forêt, il est parti du principe que ça allait s'éteindre tout seul. Et ça va sentir mauvais si la forêt brûle aussi. Certes, effectivement. Il pourra fermer les vitres et il sentira pas. Oui. Ça, c'est de l'aveuglement volontaire pour vrai. Oui, mais c'est une très bonne illustration, en effet. Si ça brûle et qu'il fait trop chaud, il peut mettre la climatisation, fermer les fenêtres. Mais c'est bien la métaphore qu'on trouve plus dans la notion d'aveuglement volontaire peut-être que d'ignorance volontaire. Dans l'aveuglement, vous avez bien cette idée que vous fermez les yeux. On est en train d'explorer les limites du concept d'aveuglement volontaire et plusieurs arguments avec des gens où on se demandait si une personne, par exemple, qui est très âgée, qu'on pourrait dire qu'elle n'est pas très attirante et se rend dans un pays en développement où il y a quelqu'un qui, pour tenter d'améliorer sa condition, tente de charmer cette personne-là et se marie et ensuite exploite cette personne-là pour ensuite la quitter. Et là, on se dit, qui est responsable volontairement? Est-ce qu'il y a eu de l'aveuglement volontaire parce que c'était évident pour quelqu'un de l'extérieur? Si tu t'en vas chercher l'information chez tes proches qui te disent non, fais-le pas, il y a quelque chose de louche sous ça, et que la personne le fait quand même, mais son aveuglement vient d'une source affective, il y a plusieurs éléments psychologiques en cause. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle n'est pas responsable de sa situation quand c'est arrivé? Alors, cette question, elle est intéressante parce qu'elle renvoie à des expériences finalement assez communes. Quand on est amoureux, on se trompe de chaussures, on bafouille, et Lucrèce, dans De la nature, disait déjà qu'on a tendance à ne voir dans l'être aimé que ses qualités, en faisant absolument abstraction de ses défauts, et que l'amour rend aveugle. Et donc cette fois-ci, l'aveuglement ne serait pas volontaire, il serait causé par un certain état émotionnel. Et effectivement, dans un registre plus
dramatique, les émotions peuvent vous mettre dans des états de vulnérabilité épistémique où vous allez être particulièrement naïf et croire facilement à certaines choses parce que pour vous, il serait essentiel que ces choses-là fussent vraies. L'exemple classique, c'est celui du parent d'un enfant atteint d'une maladie grave pour lequel, par exemple, la médecine conventionnelle ne pourrait plus rien faire et qui va être approchée ou qui va elle-même faire des démarches auprès de, je sais pas, un magnétiseur, un manipulateur, un gourou, peu importe, qui va dépenser énormément d'argent en l'échange de soi-disant médicaments, traitements alternatifs qui pourraient améliorer la situation de son enfant. Comment est-ce que des personnes qui sont par ailleurs rationnelles peuvent croire, par exemple, à l'homéopathie ? Dans certaines situations, si c'est la vie de votre enfant qui est en jeu, je pense qu'il est rationnel que vous soyez prêt à croire à n'importe quoi. Au sens où vos croyances sont motivationnellement, en un certain sens, justifiées. Pour quelqu'un de l'extérieur, évidemment, qui n'est pas émotionnellement engagé dans la situation, la conduite paraîtra absurde. Mais pour la personne qui est engagée, les choses les plus improbables, subitement, se mettent à avoir de la probabilité. De ce point de vue-là, on peut se référer à la section de l'enquête sur l'entendement humain de Hume sur les miracles, où normalement, il n'y a aucune possibilité pour que l'on croie aux miracles. Et pourtant, on peut y croire. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a une part de rationalité ou d'aveuglement volontaire dans laquelle la personne qui est dans une situation dramatique fait abstraction de tout ce que sa rationalité lui indique et place un espoir fou, certainement irrationnel, dans la possibilité d'une thérapie, d'un remède, etc. Pour en revenir au cas moins dramatique de la relation amoureuse, vous trouvez ça illustré de manière remarquable dans les écrits de Marcel Proust, que ce soit dans Un amour de Swann ou plus tard dans la recherche du temps perdu. Vous avez à plusieurs reprises des hommes qui dépensent des fortunes considérables et qui sont fous amoureux de femmes qui, pour le narrateur, sont tout à fait quelconques, ont des caractères absolument insupportables et dont ils savent par ailleurs que, en fait, ce sont des demi-mondaines, c'est-à-dire des prostituées. Et que, par conséquent, pour coucher avec cette femme, il suffirait de payer 5 sous, alors que l'ami qui en est amoureux dépense des fortunes terribles, la couvre de bijoux, de diamants, etc., alors que le narrateur se rend compte que c'est la même avec laquelle il a couché dans une maison de passe de bas étage quelques semaines auparavant. Et vous pouvez, effectivement, quand vous discutez avec une personne qui est en amour et que vous voulez essayer de lui faire sentir que cette personne n'est peut-être pas pour elle, ou que cette personne tire avantage de la situation ou la manipule, c'est très difficile d'amener un individu à se rendre compte, et vous devez le faire avec une certaine mesure et y aller par degrés. C'est-à-dire que si vous y allez de manière frontale, la personne va certainement refuser, mais on en arrive à cette dimension qui est importante, c'est la dimension de la suspicion. Si on revient à peut-être la première question qu'on s'était posée au début de cet entretien, qui est la question de savoir comment est-ce que l'ignorance volontaire ou l'aveuglement volontaire est possible. Dans l'explication que j'essaye de proposer, les choses se passent de la manière suivante. Un individu soupçonne qu'une certaine proposition est vraie. Donc je soupçonne, par exemple, que cette personne qui me courtise, qui a 20 ans, alors que j'en ai 72, qui est un très beau jeune homme, et moi je suis une dame d'Outremont à la tête d'une large fortune et propriétaire d'une Tesla, je pourrais me demander pourquoi est-ce que ce jeune homme s'intéresse à moi. Et en même temps, je trouve ça très agréable qu'il s'intéresse à moi. Et mes amis autour de moi trouvent ça un petit peu étrange que ce jeune homme que j'ai engagé comme, je sais pas moi, jardinier pour paysager mon large domaine dans les houes de Outremont, je peux suspecter que les raisons pour lesquelles il s'intéresse à moi
ne sont pas directement liés à ma culture et à mon amour des quatuors à cordes de Shostakovich. Mais c'est agréable. Et pour tout un tas de raisons historiques ou psychologiques, je peux en arriver parce qu'il me dit à plusieurs reprises qu'il est tout à fait sincère, que son amour est pur et que jamais il n'a aimé une femme autant que blablabla, etc. Et me laisser convaincre. Parce que c'est agréable. Mais en ce sens-là, oui, il y a bien une responsabilité. Justement, je me demande quelle est cette responsabilité, parce que l'exemple qu'on aborde là avec la question de Kevin et auquel vous venez de répondre, j'ai l'impression que, premièrement, il est beaucoup moins dramatique que d'autres exemples qu'on a vus, mais deuxièmement, j'ai l'impression que cette personne-là pourrait se le permettre. Mm-hmm. Elle doit déjà soupçonner qu'il y a quelque chose qui n'est pas fondamentalement, mais comme vous dites, c'est agréable, alors pourquoi pas? Je peux me le permettre, allons-y. Oui, tout à fait. En ce sens, à nouveau, il faut revenir à la distinction entre commettre un mal ou une erreur épistémique et un mal ou une erreur morale. Dans le cas qui est celui-ci, la personne, effectivement, ne fait rien de mal, et donc, comme vous le disiez, elle se permet le mal épistémique au sens où elle suspecte que, en fait, c'est son argent qui intéresse potentiellement ce jeune homme. Elle suspend son jugement, elle ne vise pas à en savoir davantage, elle ne va pas le questionner, elle ne va pas chercher à faire attention au moment où elle se rend compte qu'il regarde d'un peu trop près sa voiture ou qu'il s'enquiert avec un peu trop d'empressement de l'état de ses comptes en banque, etc. Donc, elle va volontairement ne pas répondre à la question de savoir si ce jeune homme est véritablement amoureux d'elle ou cherche juste à en tirer parti. Parce que, précisément, elle considère que, quelle que soit la réalité, ce qu'on lui propose est plus intéressant. En revanche, il y a des contextes dans lesquels il peut y avoir des conséquences morales. Et vous pouvez songer notamment à la question de qu'est-ce qui se passe quand une personne adulte est dans un bar et est séduite par quelqu'un de plus jeune et aimerait bien passer la nuit avec. Et la question c'est, mais quel âge a cette personne? Et une stratégie très simple consisterait à ne pas poser cette question. Il ou elle m'a l'air un peu jeune, mais vraiment le désir est très fort. Et par conséquent, la meilleure manière de ne pas avoir la mauvaise réponse consiste à ne pas se poser la question. Et refuser de se poser la question, ici, est clairement une erreur et un mal épistémique. Et c'est aussi, étant donné le contexte juridique et moral dans lequel nous vivons, un mal moral et juridiquement condamnable. Vous devez poser la question quand vous suspectez qu'une personne n'est pas majeure. Donc ce qui fait véritablement l'élément de responsabilité et le fondement de la responsabilité, c'est cet élément de suspicion. Est-ce que je me suis posé la question? Et si je me suis posé la question, alors ma responsabilité est engagée. Soit je choisis d'y répondre, soit je choisis de la laisser en suspens. Et l'ignorance volontaire, c'est ça, c'est se poser la question de savoir est-ce que telle chose est le cas? Est-ce que, par exemple, cette personne est majeure? Et est-ce que, à partir du moment où j'ai des raisons de soupçonner qu'elle est mineure, je dois y répondre? J'ai l'impression que ça peut aller très loin, parce que si jamais on demande à la personne, elle nous dit « Ah, j'ai 22 ans. Ah ouais, t'as pas l'air d'avoir 22 ans. » Puis même si on veut vraiment aller au bout de la chose, qu'on lui demande de montrer une carte ou quoi, mais que la personne est rentrée, mettons, dans le bar avec une fausse carte, et puis que, on se dit, ok, ça a l'air correct, mais on trouve quand même qu'elle se ressemble plus ou moins sur la photo. Est-ce qu'il y a une limite à un moment donné où on s'est dit, on a évité l'aveuglement volontaire, on a posé la question, on a eu la réponse à la question, maintenant on n'est pas véritablement convaincu, ça repousse le problème en fait, ça peut aller très loin. Alors, ça c'est un problème qui est très intéressant et qu'on retrouve aussi en droit, qui est la question du doute raisonnable. Vous savez que, normalement, en cours, pour condamner dans un cas criminel un individu, il faut faire la preuve que l'individu est coupable hors de tout doute raisonnable. Et naturellement, qu'est-ce que c'est qu'un doute raisonnable? Et l'exemple que vous venez de donner, justement, pointe ce problème-là. À partir de quel moment on peut considérer que la personne est allée suffisamment loin dans l'enquête pour considérer que s'il y a des choses qui lui échappent, ça n'est pas parce qu'il a choisi de l'ignorer. Et vous avez raison de pointer aussi le fait que dans beaucoup de situations, l'enquête pourrait se poursuivre indéfiniment.
Donc il faut une limite, et cette limite, c'est justement ce qu'on va considérer comme étant raisonnable. Pour reprendre l'exemple que vous donniez, la personne qui se pose la question de savoir cet individu avec lequel ou laquelle je voudrais passer la nuit, est-il ou est-elle majeur ? Déjà, vous lui posez la question, qui est un premier pas, ce qui, en cas de délit ou de crime, jouera en votre faveur. Si cette personne vous ment, naturellement, vous en êtes considéré comme d'autant moins responsable, et plus vous allez poursuivre l'enquête, plus on va considérer que vous avez fait ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. Vous n'allez pas appeler, je sais pas moi, Revenu Canada pour avoir le numéro d'assurance sociale de la personne et puis être sûr qu'elle a tel ou tel âge. Personne ne fait une chose pareille. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait vous dire, imaginons que effectivement vous avez conduit toutes ces enquêtes et vous n'êtes toujours pas convaincu, mais vous allez quand même passer la nuit avec. Et là, on pourrait dire, mais en fait, vous saviez que même si on a essayé de vous manipuler par de fausses preuves ou de faux indices, vous suspectiez. À partir du moment où vous suspectiez la vérité et que vous avez néanmoins agi dans le sens qui vous arrangeait fondamentalement. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de problème de méta-aveuglement volontaire où j'ai déjà vu ça quand j'étais au cégep là, avec mes premiers cours de philo où les gens se bornaient à dire non, se poser des questions là-dessus, ça sert à rien. Et que le retour réflexif sur leur propre vécu ou sur les devoirs épistémiques qu'il y avait par rapport à certaines questions, où il y a une espèce de blocage originel, où la personne ne tentera même pas, et s'aveugle elle-même à la possibilité qu'il puisse avoir de l'aveuglement volontaire. Et là, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans une espèce d'impasse où là, ça devient difficile. Il faut au moins avoir une bonne foi épistémique de base pour pouvoir utiliser ces mécanismes-là. Oui, je pense qu'il y a un certain nombre d'engagements et de principes que vous devez accepter pour pouvoir considérer que les agents sont susceptibles de devenir des agents épistémiquement autonomes et responsables. Vous faisiez allusion à vos cours de philosophie au cégep. En général, les premières œuvres sur lesquelles on travaille, ce sont l'apologie de Socrate et le mythe de la caverne, et très souvent, les étudiants, ça les ennuie, ou ils passent le cours à dessiner une caverne avec des chauves-souris, en se demandant si c'est la Batcave et où habite à ce moment-là Bruce Wayne, au-dessus de la caverne. Et pourtant, fondamentalement, la démarche pour devenir épistémiquement responsable et autonome, c'est exactement celle qui est illustrée dans l'allégorie de la caverne. C'est-à-dire que, si vous vous souvenez bien, les individus sont emprisonnés et ils sont aveugles. Ou en tout cas, ils ne peuvent pas se parler, ou ils sont aveuglés au sens où ils portent, comme les chevaux, quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas regarder à droite et à gauche. Ils ont des œillères. Merci, je cherchais le terme. Pour sortir de la caverne, on n'en sort pas tout seul. Il faut que quelqu'un vienne et vous en sorte. Et tel que le décrit Platon, le chemin pour sortir de la caverne est dur, désagréable, et le prisonnier qui vient d'être libéré est aveuglé, ça lui fait mal, il aime pas ça, il voudrait retourner au fond de sa caverne. Alors c'est peut-être un peu grandiloquent de le présenter de cette manière-là, mais le travail d'un professeur de philosophie au cégep consiste à aller dans la caverne, chercher les personnes qui sont aveugles et emprisonnées par leurs préjugés familiaux, sociaux, culturels, quoi qu'ils puissent être, et à les sortir. Mais tout le monde ne veut pas sortir, et par ailleurs, il est aussi envisageable que quelqu'un qui est sorti veuille y retourner. Et l'allégorie, si vous vous souvenez, se termine sur l'hypothèse que l'individu qui est sorti et qui serait ébloui par la vérité voudrait retourner dans la caverne pour avertir les autres prisonniers, et Socrate dit oui, il est probable qu'à ce moment-là, il le tuerait. Je vous disais qu'il faut partir d'un certain nombre de principes, ou peut-être confiance dans les moyens épistémiques de l'humanité de manière générale. J'aurais tendance, de ce point de vue-là, à être assez aristotélicienne et considérer que toute personne désire savoir. Ensuite, il y a des manières d'enseigner.
Et on doit tenir compte quand on veut enseigner la vérité à quelqu'un, et on le fait tous, quand on a quelque chose de vrai mais de difficile à annoncer à quelqu'un, que ce soit une rupture ou l'annonce d'une maladie grave, par exemple. Les jeunes médecins, pendant leurs études, sont entraînés à comment faire pour réaliser une annonce de maladie grave. Vous devez dire la vérité, mais vous ne pouvez pas juste passer la tête dans la chambre du patient en disant « Ah oui, by the way, vous avez un cancer en stade terminal, on se revoit peut-être la semaine prochaine, mais c'est pas sûr, vu votre état. » Malheureusement, j'exagère, mais parfois la vérité est un fardeau dont on veut se débarrasser. Tellement c'est lourd et on laisse la personne prise avec ça, et ça peut être tout à fait dramatique, et c'est la raison pour laquelle aussi parfois on peut être tenté de mentir. Pour aménager, ou je mens pour l'instant, et puis tout doucement je vais l'amener vers la vérité, et puis en fait on l'amène jamais vers la vérité, le mensonge est bien trop confortable pour elle comme pour soi. Par conséquent, je pense qu'il y a un art pédagogique qui permet de, j'espère, éveiller le soupçon. Éveiller le soupçon et le nourrir jusqu'à ce que la personne, par elle-même, à un moment, se pose la question de « nom d'un chien ». Je le savais. Je me doutais bien que ce que je pensais était faux, mais je ne voulais pas le voir. Et par conséquent, il me paraît nécessaire, et je le fais maintenant, de réaliser cet exercice d'introspection et d'évaluation de mes propres croyances. Et c'est ça, une espèce de crise existentielle qui n'est pas toujours agréable. Et les étudiants nous le disent, qu'ils sont extrêmement ébranlés, pour certains d'entre eux. Pour un enseignant de philosophie en cégep, la partie est gagnée à partir du moment où on sent qu'on a créé cet ébranlement. Parce que à ce moment-là, l'étudiant ou l'étudiante va vouloir savoir, commence à suspecter, commence à ne plus être sûr, et à ce moment-là, c'est gagné. Ce que vous devez faire ensuite, c'est les nourrir. Vous ne pouvez pas les laisser dans cet état-là, naturellement. Non, tout est faux. C'est la fin de la session. Au revoir. J'ai l'impression qu'il y a un travail psychologique à faire, de faire la distinction entre ce que tu sais et ce que tu es. On a l'impression que nos opinions sont ce que nous sommes et on ne veut pas les laisser aller. Et j'ai l'impression que, par exemple, le fait d'avoir fait un baccalauréat en philosophie, de te faire dire que tu as tort à plusieurs reprises, de prendre l'habitude d'avoir tort, c'est difficile au début, mais après ça, ça permet de voir que c'est pas la fin du monde, puis d'avoir une mauvaise opinion, puis de s'en rendre compte, c'est correct. Puis c'est bon parce que ça te permet d'atteindre une meilleure opinion. Alors que des gens qui ont moins eu la chance d'avoir ce questionnement-là, où c'est une fois par 3 mois où il y a un petit désaccord et on convient qu'on n'a pas la même opinion et tout est une question d'opinion et on en reste là, où c'est impossible d'améliorer l'opinion de la personne ou de pouvoir l'informer sur quelque chose puisqu'elle tient comme si c'était une négation de son existence, qu'on disait que son opinion est peut-être moins justifiée qu'elle le pense. Donc j'ai l'impression que ce travail-là est vraiment un travail essentiel de préparation psychologique pour pouvoir atteindre la vérité. Oui, il y a quelque chose d'épistémologique, de psychologique, mais il y a des enjeux normatifs, c'est-à-dire que notre psychologie nous est potentiellement donnée et nous n'avons pas de prise là-dessus. La question de la connaissance est une question normative au sens où, effectivement, mon dispositif sensoriel et cognitif fait en sorte que, comme beaucoup de gens, je suis plus ou moins disposée à un certain nombre de biais cognitifs. On a déjà eu l'occasion d'aborder cette notion, je vais peut-être y revenir un instant. Les biais cognitifs renvoient à un certain nombre de raccourcis, peut-on dire, de pensée que nous empruntons tous, parce que, comme tous les raccourcis, nous permettent de gagner du temps. Et parfois, c'est extrêmement utile. Alors, la psychologie empirique a mis en évidence qu'il existait toute une pléiade de biais cognitifs. L'un d'entre eux, qui est peut-être le plus connu, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation consiste à, dans les sources d'informations que l'on consulte sur une question donnée, sélectionner intuitivement et inconsciemment les informations qui vont dans le sens de ce que l'on pense déjà. Donc en fait, on croit qu'on essaye de se faire une tête sur une question, alors que notre processus cognitif va simplement consister à confirmer et valider ce que nous pensons déjà. Et là, on quitte le domaine de la psychologie
pour entrer dans celui de l'épistémologie proprement dite et de la normativité, qui est la question de savoir, à partir du moment où je sais que je suis victime de ce type de biais, est-ce que je considère que c'est correct et que, par conséquent, je n'ai rien à faire pour les contrer, parce que c'est confortable, parce que ça me coûte moins d'attention, parce que c'est désagréable de se confronter à des opinions qui sont contraires. Donc, il y a bien des données, et c'est pour ça que c'est très important pour l'épistémologie de se nourrir des travaux de la psychologie empirique. La psychologie empirique nous dit ce qui est. L'épistémologie va se poser la question de savoir, mais parmi ces démarches cognitives qui sont les nôtres, quelles sont celles qui sont les plus appropriées du point de vue épistémologique. Et vous avez beaucoup de travaux assez intéressants avec lesquels je suis à la fois en accord et en désaccord. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Mais les travaux qui sont notamment réalisés par une philosophe britannique, je pense qu'elle est italienne d'origine, Lisa Bortolotti, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'optimisme. Et dans quelle mesure est-ce que on peut considérer qu'on a raison ou tort d'être optimiste ? Et ce qu'elle met en évidence, c'est que les personnes qui sont optimistes, voire trop optimistes au regard de la situation, par exemple, imaginons l'écrivain qui veut être publié et qui essuie des refus après refus, peut être optimiste en se disant mais à force d'essayer et de continuer à travailler, Gallimard, l'ANRF, les éditions de la Pléiade vont bien finir par reconnaître mon œuvre et j'ai confiance dans mes capacités, et on pourrait dire oui, c'est peut-être un petit peu optimiste comme manière de penser, et épistémologiquement on ne devrait pas le faire. Ce que Lisa Bortolotti met en évidence, c'est que néanmoins, du point de vue du bien-être général, les personnes optimistes ont une meilleure qualité de vie que les personnes qui sont plutôt pessimistes ou qui sont relativement neutres. Donc, à nouveau, du point de vue épistémique, commettre une faute épistémique peut se révéler être un bien moral si ce que vous visez, c'est une vie bonne. D'un point de vue aristotélicien, à ce moment-là, eh bien, ce serait plutôt une qualité que de pécher par optimisme plutôt que par pessimisme, parce que ça vous permet d'avoir une vie plus satisfaisante ou plus riche. Par contraste, elle met en évidence que les personnes qui sont pessimistes ont beaucoup plus de succès quand il s'agit d'évaluer leur portefeuille d'actions en bourse que les personnes optimistes. Donc, étant optimiste, vous avez une meilleure qualité de vie. Étant pessimiste et dépressif, vous n'avez peut-être pas une bonne qualité de vie, mais vous avez peut-être la chance d'avoir des placements qui vont être très rentables. C'est un choix de vie. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas tant répondu à la question de Romain tout à l'heure, où on voulait donner comme plusieurs exemples. C'est quoi les situations où ce serait une bonne chose? Là, on voit pour viser la vie bonne, mais est-ce que vous avez d'autres exemples? Parce qu'il m'en vient un en tête où l'ignorance volontaire pourrait être un bien, la maladie d'Huntington par exemple. Je sais que ça a souvent été mis de l'avant. Que vous nous en parler un peu, puis peut-être donner d'autres exemples, qu'on ait une espèce de bagage où on puisse se référer à quel type d'ignorance volontaire peuvent être positifs. Dans le cas que vous venez de mentionner, donc la maladie de Huntington est une maladie neurodégénérative autosomique qui est très grave, où les personnes, à partir de l'âge environ de 40 ans, développent des symptômes neurologiques et deviennent très sévèrement handicapées très, très rapidement, et ça engendre des douleurs tout à fait considérables. Et cette maladie, parce que c'est une maladie autosomique dominante, peut être diagnostiquée dès l'enfance. L'idée est que cette maladie, si un enfant en est porteur, eh bien, cette maladie sera asymptomatique jusqu'à l'âge adulte, aux environs de 40 ans, et les premiers symptômes apparaîtront à partir de cet âge-là, et en général, malheureusement, la dégradation se fait assez rapidement. Si l'un de vos deux parents a déclenché la maladie de Huntington, ou que vous savez que l'un de vos deux parents a cette maladie, alors vous savez que vous avez un risque sur deux, ou une chance sur deux, mais je ne sais pas si on peut parler de chance dans un cas comme celui-ci, d'être vous aussi porteur. On dispose des moyens de dépistage de cette maladie. La question est de savoir, pour l'instant, vous n'avez pas de symptômes, est-ce que vous souhaitez savoir ou non ? Et du point de vue de l'éthique médicale, les dispositifs sont faits de telle manière que vous pouvez commencer les tests
mais à n'importe quel moment, vous pouvez refuser de connaître les résultats. Dans un cas comme celui-ci, la question de savoir est-ce que la personne qui refuse de connaître les résultats commet un mal moral ou épistémique, qu'elle commette ce que j'appelle un mal épistémique, oui, effectivement, elle refuse de savoir la vérité alors qu'elle pourrait l'avoir. Donc en termes de gain de connaissance, effectivement, elle a tort, ce qui ne signifie pas que moralement, elle a commis un acte qui est condamnable. Sur la question de savoir si refuser de savoir si on est porteur ou non d'une maladie comme la maladie de Huntington, sachant aussi que si on a des enfants, on risque de la transmettre, j'aurais tendance à considérer que non, c'est pas un mal moral, mais vous pourriez développer des arguments de type conséquentialiste. Donc ça, c'est un cas dans lequel l'ignorance volontaire serait, mettons, justifiable pour des raisons pratiques ou des raisons morales, comme par exemple dans le biais de l'optimisme. Mais il y a aussi des raisons pour lesquelles l'ignorance volontaire est bénéfique sur le plan épistémique, proprement dit, et non pas seulement sur le plan moral. Et puisqu'on discutait du contexte médical il y a un instant, pour les essais cliniques, par exemple, beaucoup d'essais cliniques sont randomisés et contrôlés et effectués dans ce qu'on appelle un dispositif en double aveugle. Donc le dispositif est le suivant, on veut tester l'efficacité d'un médicament et on va répartir les groupes de patients volontaires en deux. D'une part, des patients qui vont recevoir le médicament actif, d'autre part, des patients qui vont recevoir un placebo. Les patients qui sont répartis de manière aléatoire dans les deux groupes ne savent pas s'ils vont recevoir la médication ou le placebo. Mais au moment où ils ont signé le formulaire de consentement pour être intégrés à l'étude, ils ont accepté de ne pas savoir. Et pourtant, on peut penser que la personne qui est malade voudrait naturellement essayer le médicament plutôt que de prendre une pilule qui est faite à peu près de sucre et d'eau. L'autre partie d'aveuglement volontaire, elle concerne les professionnels de santé à qui on demande eux-mêmes de refuser de savoir quand ils donnent la médication s'ils donnent le vrai médicament ou s'ils donnent le placebo. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que quand bien même les patients ne savaient pas s'ils recevaient le bon médicament ou le placebo, de manière non verbale, ils arrivaient à lire sur le visage et les attitudes du professionnel de santé et à se douter que ce qu'ils étaient en train de recevoir était un placebo ou au contraire le médicament qui était actif. Et donc par conséquent, on a ce dispositif en double aveugle qui est épistémiquement donc implique une double ignorance volontaire de la part des patients et de la part des professionnels de santé. Naturellement qu'il y a bien quelqu'un qui sait qui prend quoi et qui donne à quoi, parce que mais on est arrivé à démontrer rien du tout. Alors, dans un cas comme celui-ci, donc on a un double dispositif d'ignorance volontaire qui est épistémiquement pertinent dans la mesure où il assure la fiabilité des résultats auxquels on va parvenir, parce qu'on sait que un patient qui sait qu'il prend un placebo risque de ne montrer aucun signe d'amélioration parce qu'en fait, il sait que ce qu'on lui donne, c'est pas un médicament actif. Or, ce que l'on veut évaluer, c'est l'efficacité du médicament par rapport à ce qu'on appelle l'effet placebo, à savoir que quand on prend un médicament, dans 20% des cas, même si ce médicament en réalité ne contenait rien d'actif, eh bien dans 20% des cas, on se sent effectivement mieux et c'est tout à fait documenté. Donc pour qu'un médicament soit considéré comme valant la peine, parce qu'il y a des effets secondaires alors que le placebo va rien vous donner, il faut que le médicament soit au moins aussi efficace et même plus efficace que le simple placebo. Sinon c'est pas la peine de donner des substances qui peuvent avoir des effets secondaires. Donc voilà un cas dans lequel l'ignorance volontaire est une bonne chose dans un dispositif de connaissances et permet d'arriver à des connaissances plus fiables. Mais de manière plus générale, c'est une objection que l'on m'a faite à plusieurs reprises et malheureusement, je trouve qu'elle est bonne. C'est l'idée que toutes les connaissances ou toutes les vérités sont pas intéressantes. Au sens où, est-ce que c'est un mal pour moi d'ignorer présentement l'âge de la reine d'Angleterre ?
alors qu'il suffirait que je demande à Monsieur Google sur Internet. L'information est parfaitement disponible. Est-ce que c'est un mal moral ? Certainement pas. Est-ce que c'est un mal épistémique ? Le type de position que je défends consiste à dire oui, c'est un mal épistémique. Mais je n'ai aucun problème à reconnaître que toutes les vérités ne sont pas pertinentes, étant donné le type d'enquête dans lequel on est embarqué. D'autant plus que, comme vous avez déjà dit plusieurs fois, on est limité cognitivement, donc... Oui, vous avez, de manière pragmatique et psychologique, aussi des limites. Et si vous deviez connaître toutes les vérités, naturellement, l'enquête serait impossible à mener. Et en ce sens-là, finalement, vous seriez dans une situation d'autodestruction où vous sapez vous-même, par votre exigence épistémologique trop forte, votre propre entreprise. Donc je pense que, en ce sens-là, il faut épouser les principes d'une épistémologie contextualiste, en vertu de laquelle, effectivement, dans certains cas, le doute est raisonnable ou non. Dans certains cas, les suspicions que l'on entretient doivent être poursuivies, et dans d'autres cas, non, effectivement, on doit faire abstraction d'un certain nombre de choses qui ne sont pas pertinentes relativement à nos buts épistémiques. Un autre exemple qui me vient en tête, l'anonymisation, par exemple avec les curriculum vitae ou pour les examens, pour éviter qu'il y ait des mal moraux qui puissent être faits à des personnes qui seraient discriminées, par exemple. J'imagine que c'est un exemple classique. Oui, tout à fait. Ça revient justement à la question de la sélection des informations qui sont pertinentes. Quand vous essayez de recruter un nouveau collaborateur ou un nouvel employé, quelles sont les qualités qui vont être pertinentes ? Donc, quelles sont les informations qui vont être pertinentes et quels sont aussi les biais cognitifs auxquels on peut soi-même être exposé. Pensez à, par exemple, une personne qui serait obèse. Malheureusement, les mentalités évoluent, mais c'est compliqué. Spontanément, la personne obèse, on va lui attribuer non seulement un certain nombre de traits moraux et comportementaux, en général peu flatteurs, du type « cette personne n'est pas responsable, elle ne prend pas soin de soi », elle n'a pas de volonté, parce que si elle avait de volonté, elle ne serait pas en état d'obésité, elle est lente. Et il y a aussi des injustices épistémiques où la personne obèse, on ne va pas spontanément lui attribuer quelque chose comme la rapidité intellectuelle. Évidemment que ça n'a rien à voir avec vos capacités cognitives et votre état corporel. Il y a 1001 facteurs qui influencent l'obésité. Et d'autre part, peu importe la forme de votre corps, vous pouvez être tout à fait intelligent, rapide, capable de synthétiser l'information ou de la saisir tout de suite. Et pour éviter les discriminations sociales, mais je dirais même les discriminations épistémiques, l'anonymisation est une bonne chose. Parce que il est établi qu'une personne, par exemple, qui serait racisée, malheureusement, persiste des préjugés racistes. Et par préjugés racistes, il y a des préjugés qui concernent, encore une fois, le type de moralité ou de comportement de la personne, mais aussi son intelligence. Et donc, dans les théories raciales, ou racistes plutôt, vous aviez cette idée que les personnes noires, par exemple, étaient à considérer un peu comme des enfants et qu'elles ne comprennent pas grand-chose ou qu'il faut leur expliquer avec des mots simples, etc. On voit tout le poids des préjugés. L'anonymisation d'un curriculum vitae aide, mais c'est certainement pas suffisant. Ce qu'il faut aussi pour le recruteur, c'est justement savoir quoi faire et quoi ignorer. Et prenant en considération un certain nombre de préjugés, parce qu'il faut être honnête, on a tous des préjugés. Ça me fait mal de le reconnaître, mais il m'arrive régulièrement de m'en rendre compte que j'entretiens des préjugés. Par exemple, quand je croise un itinérant et que il me demande quelque chose et ma première pensée est qu'il va essayer de me voler. Et là, je me blâme moi-même en disant, voyons, non, c'est juste une personne qui a besoin d'un coup de main ou qui veut juste discuter et du calme avec les stéréotypes, non seulement comportementaux, mais aussi intellectuels. Donc pour revenir encore une fois et conclure sur cet exemple du CV, l'anonymat assure davantage de justice sociale, morale et politique, mais aussi davantage de justice épistémique,
au sens où on va juger la personne pour ses réalisations et ses compétences, sans faire jouer les types de stéréotypes qui conduisent la plupart du temps à des injustices épistémiques, c'est-à-dire à considérer que la personne est cognitivement défaillante, en raison de sa couleur de peau, ce qui en fait, évidemment, n'a absolument aucun sens, par exemple. Il y a plein d'autres exemples qui viennent en tête. Par exemple, un parent qui est sur son lit de mort, et là, on vient d'apprendre qu'un de ses enfants ne peut pas venir parce qu'il y a eu un accident et il vient de mourir. Est-ce que c'est vraiment essentiel de lui dire que son enfant vient de mourir parce qu'il lui reste 3 ou 4 jours à vivre, par exemple? Est-ce qu'on a vraiment un devoir épistémique de lui dire « Non, ton enfant est mort ». Ça pose la question de une forme de paternalisme particulier sur laquelle je travaille présentement, qui est le paternalisme épistémique. Le paternalisme épistémique consiste à juger à la place d'une autre personne ce qu'elle devrait savoir ou ne pas savoir, ou quel serait le meilleur état épistémique de cette personne. Alors dans l'exemple que vous mentionnez, évidemment, ce que le paternalisme va porter sur l'état émotionnel de la personne. Le parent est sur son lit de mort, peut-être qu'il ou elle souffre, et il est évident qu'apprendre la nouvelle de la mort de son enfant ne va pas l'aider à aller beaucoup mieux. Le paternalisme est à la fois pratique et épistémique, c'est-à-dire que vous pensez qu'il vaut mieux pour elle de croire que son enfant est vivant, parce que pour la qualité de vie qui lui reste, c'est une meilleure chose. Alors, on peut avoir 2 objections sur chacun des plans ici. Une première objection sur le plan de l'autonomie pratique. Qui êtes-vous pour décider à la place de la personne ce qu'elle devrait faire ou dans quel état elle serait émotionnellement le mieux? Et une objection aussi épistémique qui consisterait à dire mais qui êtes-vous pour savoir quel est le type d'état mental qu'il vaut mieux pour la personne d'entretenir. Et quand vous avez affaire à une personne qui est adulte et qui est en possession de ses moyens et de ses facultés cognitives, il me semble pas défendable de lui cacher la vérité si cette personne cherche à la savoir. Naturellement que, spontanément, on vous reprochera pas de lui avoir menti, mais d'un point de vue épistémique, le refus de la vérité est une violation de son autonomie intellectuelle. Et c'est un peu le même argument qu'utilisait le paternalisme médical jusqu'à finalement au moins la moitié du XXe siècle, à savoir qu'est-ce qu'il est bon pour le patient de savoir ou ne pas savoir. Est-ce qu'il est bon pour le patient de savoir qu'il est condamné, ou est-ce qu'il vaut mieux lui dire la vérité avec le risque que, eh bien, naturellement, ça le déprime, qu'il se suicide, etc. Et il y a un consensus. Maintenant, en tout cas dans les pays occidentaux, les choses sont de manière intéressante assez différentes, par exemple au Japon, où le paternalisme est beaucoup plus pratiqué pour des raisons aussi culturelles. Mais en Occident, au Canada, on considère qu'il faut dire la vérité au patient sur son état de santé parce que ça donne au patient la possibilité qu'il n'aurait pas sinon de prendre les mesures qu'il doit prendre à l'approche de sa mort. Organiser ses affaires, s'occuper potentiellement des problèmes d'héritage, dire à son frère avec lequel il s'était fâché que en fait il l'aime, dire à sa femme qu'en fait il l'a jamais aimé. Mais si vous voulez, historiquement, il y a des travaux assez intéressants qui ont été faits sur cette question-là, parce que il serait faux de croire que les médecins ont toujours été paternalistes et ont toujours considéré qu'il valait mieux mentir aux patients dans la mesure où pour, par exemple, la religion chrétienne et notamment catholique, c'était un devoir pour le médecin de dire la vérité aux patients en cas de mort plus ou moins imminente, parce qu'il fallait donner au patient l'opportunité de sauver son âme et de ne pas mourir en état de péché. Donc vous êtes condamné, je vous le dis, non pas parce que ça va vous faire plaisir, mais là c'est le moment de discuter avec Dieu pour vous mettre en règle, sinon il va faire très très chaud. Là où vous allez partir après votre mort. Donc, c'est le moment de confesser et de recevoir les sacrements, l'extrême onction, etc. Dans une société déconfessionnalisée comme la nôtre, c'est plus tellement la question du salut des personnes en fin de vie qui est en question, plus la question de leur autonomie et de leur donner les moyens par la vérité de finir leur vie comme ils estiment qu'elle devrait être finie, avec aussi des aspects bassement matériels.
qui va hériter de quoi, et c'est plutôt une bonne chose pour la paix des familles par la suite. Ça donne aussi la possibilité de se dire au revoir proprement, plutôt que de se dire non, c'est correct, je sortirai de l'hôpital vraisemblablement la semaine prochaine. Oui, vous allez en sortir, mais peut-être pas par la porte que vous aviez imaginée. Et vous êtes plutôt passé par le sous-sol. Donc de ce point de vue-là, encore une fois, une attitude paternaliste comme celle que vous évoquiez, de l'extérieur pourrait paraître acceptable. J'aurais tendance à considérer que pour des raisons à la fois éthiques et épistémologiques, on ne devrait pas agir de cette manière-là. C'est pas un drame que de le faire. Et à nouveau, ça pose la question de savoir comment est-ce que vous délivrez la vérité. Et un dernier exemple qui me vient en tête, j'imagine la question de la vie privée. Oui. J'imagine que ça va être une question quand même importante à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Vous avez, en tant que citoyen, le droit à votre vie privée, en vertu de quoi vous pouvez porter plainte contre un voisin qui passerait son temps à vous épier pour savoir à quelle heure vous vous levez, qu'est-ce que vous faites, dans quelle tenue et avec qui. Il fait son devoir épistémique, en fait, de connaître ses voisins. Alors, vous pourriez dire épistémiquement, et c'est un agent vertueux, moralement et pratiquement, certainement pas, ou en tout cas, la question est de savoir qu'est-ce qu'il va faire de ces informations. Est-ce que ces informations sont pertinentes vis-à-vis ou pour une enquête particulière ? Parce que si vous êtes investigateur dans le cadre d'une enquête criminelle, par exemple, oui, vous allez essayer d'espionner la personne, savoir comment elle vit, avec qui, à quelle heure elle sort, etc. Je pense qu'une personne qui investiguerait sur ma vie privée serait extrêmement déçue de me voir me lever, lire, boire un café, lire, essayer d'écrire un article, regarder des vidéos YouTube avec des chatons mignons et ou me cultiver sur les ornithorynques, qui sont aussi très mignons quand ils sont bébés, avec leur petit bec qui est encore tout mou et leur minuscule petite palme. Mais oui, il n'y a pas véritablement d'intérêt, mais ça pose par exemple la question délicate de qu'est-ce qu'on fait de nos données personnelles vis-à-vis des GAFA. C'est quoi les GAFA ? C'est Google, Apple, Facebook et quel peut être le dernier ? Il m'en manque un. Donc on va dire les GAF. C'est encore plus joli. Le dernier me reviendra par la suite. Donc cette question-là de pouvoir préserver une part d'autonomie et de liberté dans votre espace privé, et l'idée que personne n'a à savoir ou à connaître, c'est quelque chose qui était au centre, par exemple, de la réflexion de Michel Foucault dans Surveiller et punir. Quand Michel Foucault reprend la description du dispositif du panopticon de Bentham, c'est vraiment l'idée que dans le panopticon, les individus sont surveillés 24 heures sur 24 et surtout ne savent pas quand est-ce qu'ils sont surveillés ou quand est-ce qu'ils ne le sont pas. Et le dispositif fonctionne en termes de régulation sociale et de régulation des comportements parce que, ne sachant pas si on est surveillé ou non, on part du principe qu'on est surveillé. Et donc, on se comporte comme on pense qu'on doit se comporter. Et il y a cette chose assez perverse en vertu de laquelle, à partir du moment où il y a un dispositif de surveillance, on a l'impression qu'on est soupçonné soi-même d'être un délinquant, qui est une catégorie à laquelle on ne veut pas être renvoyé. Et par conséquent, on va, par contre-comportement, justement, être absolument exemplaire. L'idée, donc, c'est qu'il y a des espaces privés qui, comme leur nom l'indique, doivent le demeurer et dans lesquels vous disposez d'une liberté de comportement, de parole, d'attitude. Et cet espace-là doit être absolument préservé parce que c'est aussi la possibilité de l'introspection. Si vous n'avez pas d'espace dans lequel vous pouvez réfléchir à vous-même, souvenez-vous de 1984 où aussi les individus sont surveillés et en fait vous en avez finalement peu qui s'autorisent à se cacher alors je sais pas comment c'est dit dans la nouvelle traduction de 1984, mais dans la vieille traduction, c'était le télécran. Et Winston parvient à trouver un petit endroit où il peut échapper au télécran.
Et c'est son espace de réflexion et de remise en cause. Donc la vie privée, en ce sens-là, renvoie à une liberté fondamentale qui doit être défendue. Et de la même manière, c'est un devoir pour vous-même de respecter la vie privée des autres individus. C'est un problème, par exemple, pour les personnes qui ont un passé criminel ou les personnes qui ont souffert d'addiction et de toxicomanie. Elles n'ont pas nécessairement envie d'être envisagées et identifiées à l'aune de leurs expériences passées. De la même manière, est-ce que, et dans quelles circonstances, est-ce qu'il est approprié de poser des questions à quelqu'un sur son état de santé et de réaliser tout un tas d'hypothèses sur cette base-là? C'est également inapproprié, à la fois moralement et éthiquement, et aussi épistémologiquement. En fait, quand je pensais à vie privée, je pensais plus au gouvernement, par exemple, qui aurait de l'information sur les citoyens, dit-on, dans le but de les protéger. Parce que on peut créer un petit tort, effectivement, on crée un tort en ayant accès à leur vie privée, mais on évite un grand tort moral possible, une attaque terroriste, par exemple. C'est souvent l'argument qui est mis de l'avant, donc c'est plus ça que j'avais en tête. D'accord, alors c'est effectivement une chose différente. Les arguments pour la surveillance des citoyens en vue de la prévention d'un tort qui serait plus considérable. La question s'est notamment posée en France à la suite des attentats de 2015 et le recours à l'état d'urgence, en vertu de quoi les dispositifs légaux ont été modifiés et il est plus facile de mettre des individus sous surveillance ou même en résidence surveillée que ça n'était le cas auparavant. Là, c'est plus une question effectivement juridique, politique et morale que proprement épistémique. La situation dans laquelle vous vous retrouvez est en fait peut-être résumée à un choix. C'est comme si vous cherchiez à pêcher certains poissons qui sont les potentielles menaces qui pèsent sur la société, et vous avez deux types de filets. Vous avez un filet avec des mailles très serrées qui vont vous assurer que si parmi le banc de poissons dans lequel vous pêchez, il y a le type de poisson que vous voulez réussir à attraper, les mailles seront suffisamment fines, mais vous avez le risque d'attraper d'autres poissons qui n'ont rien à voir, qui sont donc les faux positifs, et que vous allez considérer comme étant potentiellement coupables. Et ça renvoie à un dispositif juridique ou légal qui est celui de la présomption de culpabilité. Mais parce que vous considérez que ce qu'il faut absolument, c'est être sûr que les individus qui sont de potentielles menaces soient surveillés, contrôlés et exclus du corps social, au risque que des innocents soient exclus aussi. De l'autre côté, vous pouvez choisir, pour reprendre encore la métaphore du filet de pêche, un filet de pêche avec des mailles beaucoup plus relâchées, vont faire en sorte que vous n'allez peut-être pas réussir à pêcher tous les poissons que vous voudriez pêcher, parce que les mailles sont trop lâches, mais vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de faux positifs. Et ça représente la doctrine de la présomption d'innocence. Vous partez du principe que jusqu'à démonstration du contraire, elle est innocente. Par conséquent, vous prenez un risque qui est celui d'avoir laissé des individus et des potentielles menaces dans le corps social. Le choix que la politique française a fait dernièrement est plutôt le premier choix. Et de mon point de vue, légalement ou juridiquement, c'est problématique. Dans la mesure où, et malheureusement on en a eu des preuves assez récemment, des individus parfaitement innocents ont été considérés comme coupables, parfois même condamnés et enfermés, tout simplement parce que, par des techniques de pression et d'interrogatoire, je dirais pas de torture, je vais pas aller jusque-là, mais évidemment, s'il y a torture, c'est encore pire, vous pouvez finir par obtenir les réponses que vous voulez entendre. Parce que vous partez du principe que la personne est déjà coupable. Là, il peut y avoir une forme d'ignorance volontaire, à savoir que, à partir du moment où vous partez du principe que la personne est coupable, vous ignorez volontairement les preuves ou les indices du fait qu'elle serait innocente.
Et selon le système juridique dans lequel vous vous trouvez, vous accordez plus ou moins de poids aux preuves de l'innocence ou aux preuves de la culpabilité. Le système canadien choisit la présomption d'innocence. Normalement, la doctrine française aussi, mais l'argument est que les circonstances sont exceptionnelles. Je ne pense pas que le caractère exceptionnel des circonstances justifie que des innocents soient traités comme des criminels. La situation est encore plus dramatique aux États-Unis, où parce que beaucoup d'institutions pénitentiaires deviennent privées, les directeurs de prison passent des contrats avec les villes, en vertu desquels ils acceptent de construire une prison dans cette ville, ce qui va donner de l'emploi, à condition qu'il y ait un taux d'occupation d'au moins 50 à 80%. Et donc, si vous cherchez des coupables, vous allez resserrer les mailles du filet. Et tout simplement changer la législation ou faire plus de contrôles, etc., etc. Là, c'est un cas extrême. On n'est heureusement pas dans cette situation pour l'instant, mais les erreurs judiciaires arrivent et des innocents se retrouvent condamnés. Et on peut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui, dans le processus de l'enquête, a été défaillant pour que la Cour et les jurés considèrent que la preuve a été faite hors de tout doute raisonnable, que l'individu était coupable. Y a-t-il quelque chose qui a été ignoré? Et parfois, il y a des enquêtes, des espèces de méta-enquêtes sur la manière dont les enquêtes ont été réalisées. C'est le cas aujourd'hui avec le scandale de l'affaire SNC-Lavalin, où on se demande s'il y a eu des biais volontaires ou involontaires dans la première enquête, en vertu desquels certains éléments auraient été négligés, voire mis de côté volontairement pour aménager certaines susceptibilités ou protéger certains intérêts. Et là, le temps file. Peut-être à titre d'une espèce de petit résumé, parce que là, on a parlé beaucoup des cas où l'ignorance volontaire pourrait être positive. On en a parlé beaucoup, là, des cas où ça pouvait être problématique, mais pouvez-vous nous résumer ça avec quelques exemples, quelques cas types qui pourraient nous permettre d'avoir une espèce de modèle en tête là, pour les reconnaître? Oui. Je ne suis pas sûre d'arriver à résumer de manière tout à fait satisfaisante et même pas d'avoir un critère tout à fait satisfaisant qui permettrait d'identifier les cas où l'ignorance volontaire est admissible, voire même nécessaire, et les cas dans lesquels elle constitue un vice et devrait être évitée à tout prix. À nouveau, je reviendrai sur la distinction entre la sphère pratique et morale et la sphère épistémique. Comme je vous le disais, donc en fait, on pourrait avoir deux sous-groupes. Dans certains cas, où du point de vue pratique, c'est une bonne chose que de pratiquer l'ignorance volontaire. Et je pense qu'à ce moment-là, on peut avoir recours à une éthique de type conséquentialiste ou utilitariste, c'est-à-dire du point de vue pratique et du point de vue du bien-être maximum des individus. Dans quelles circonstances est-il approprié d'avoir recours à l'ignorance volontaire? Et parfois, certains biais cognitifs, comme le biais de l'optimisme, par exemple, ou, je dirais, les psychologues évolutionnistes, tous les biais dont nous sommes affectés, d'une certaine mesure, nous permettent comme espèce, ou nous ont permis, en tout cas, de parvenir à survivre. Du point de vue strictement épistémique, j'aurais tendance à adhérer plutôt à une forme de morale déontique ou kantienne, avec l'idée selon laquelle, à partir du moment où la vérité est disponible et où la connaissance peut être amplifiée ou augmentée, alors il me semble que l'ignorance volontaire, le refus de la vérité ou de la connaissance, est un tort. Ensuite, on l'a vu dans quelques exemples, il peut arriver que l'ignorance volontaire soit utilisée dans un cadre bien spécifique, précisément à titre d'instrument pour augmenter la connaissance. Mais à partir du moment où, finalement, le but de la stratégie ultime est bien l'acquisition de la vérité, de connaissances qui sont plus fiables, on l'a vu dans l'exemple des essais cliniques en double aveugle, alors l'ignorance volontaire peut être admissible, mais il demeure que ça c'est l'exception et qu'elle ne contredit pas véritablement la règle selon laquelle, fondamentalement, la connaissance et la vérité doivent toujours être préférées à la suspension du jugement et au refus de la vérité. Je ne sais pas si ça permet de
clarifier et de conclure. J'ai un petit peu l'intuition inverse, c'est-à-dire qu'au contraire d'essayer d'appliquer un filtre qui nous dirait quand est-ce que c'est bon, quand est-ce que c'est pas bon, j'ai l'impression, et puis je vous tire mon chapeau, parce que j'ai l'impression que vous naviguez dans tellement de considérations. On a vu que les questions que vous traitez sont des questions qui ont rapport avec la psychologie, avec le droit, avec l'éducation, avec la santé. C'est vraiment du cas par cas. Est-ce que vous vous considérez comme une nageuse olympique, ou je sais pas, il y a quelque chose de... C'est le propre de l'épistémologie et de l'épistémologie sociale en particulier que d'être à l'articulation entre les sciences humaines et sociales empiriques, comme en l'occurrence la psychologie et la sociologie, parce que la connaissance c'est une institution sociale et la connaissance ne se déploie que dans une interlocution avec les membres de notre communauté. Donc on ne peut pas faire abstraction de ce que les sciences empiriques nous disent, la psychologie scientifique ou les sciences cognitives, mais me semble-t-il, dans ce sens-là, je suis pour une philosophe analytique assez foucaldienne, ce qui fait de moi un drôle d'animal. Finalement, oui, pas nageuse olympique, mais ornithorynque, à la fois avec mammifères, oiseaux et tout ce que vous voulez. Mais il y a des enjeux de pouvoir. C'est une erreur de considérer que la connaissance peut être envisagée de manière pure et abstraite, et qu'il existerait, nous disait Nietzsche dans ce très beau texte, vérité et mensonge au sens extramoral, où il considère que c'est vraiment une absurdité et un mythe de considérer qu'il pourrait exister en l'homme quelque chose comme un instinct de vérité pure. Je pense que cet instinct de vérité pure existe. À nouveau, je suis plutôt aristotélicienne. Je pense qu'il y a un plaisir intrinsèque à l'acquisition de la connaissance et à l'atteinte de la vérité, ce qui ne signifie pas que je suis complètement naïve et aveugle aux enjeux sociaux, politiques et moraux qui sont impliqués. Donc, si vous voulez travailler sur un concept comme celui d'ignorance volontaire, nécessairement, vous devez prendre en considération les cas dans lesquels il s'agit d'une stratégie qui peut être mise au service de l'individu, mais mise au service aussi d'une société, pour de bonnes et de mauvaises raisons ou de mauvaises fins. Donc à nouveau, oui, on est forcé quand on travaille sur des concepts comme ceux d'aveuglement ou d'ignorance volontaire, de prendre en considération ce que les gens font. On a tendance en philosophie à s'interroger sur ce que les gens devraient faire. Mais on ne peut pas faire abstraction de ce qu'ils font et de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font. La tradition de la philosophie du sens commun, ou de la psychologie ordinaire, en philosophie aussi, qui consiste à partir de l'idée que les gens ne sont pas stupides, ou en tout cas, s'ils font ce qu'ils font, il peut y avoir de bonnes raisons. Le fait qu'ils fassent ce qu'ils fassent pour de bonnes raisons ne signifie pas que nécessairement leurs actions ou leurs pratiques sont optimales. Et donc là, on a la décorrélation entre l'être et le devoir-être, entre le plan empirique et le plan épistémologique, ou normatif, ou moral. Et l'épistémologie, telle que je la conçois, est une discipline normative. Donc je prends acte du fait que quelque chose comme l'ignorance volontaire existe, j'essaye de le décrire comme un processus, encore une fois, où j'ai une certaine croyance qui m'arrange, je suspecte qu'elle est fausse, mais je ne vais pas chercher ou utiliser les moyens que j'ai à ma disposition pour confirmer mes soupçons, et je vais plutôt me contenter de rester dans cet état de suspension du jugement pour préserver ma croyance de départ. On fait tous ça. Je refuse de regarder mon compte de banque ou le tableau d'utilisation de mes données Internet parce que je soupçonne que soit je suis à découvert sur mon compte bancaire, soit j'ai explosé mon forfait de données, encore une fois. Ignorance volontaire. Je pense que c'est quelque chose qui se produit très souvent. La question est de savoir, une fois qu'on sait comment ça fonctionne et comment c'est possible, dans quel cas est-ce qu'il est approprié de le faire. Et là, à nouveau, il y a le plan épistémique et le plan pratique. Donc c'est effectivement un projet qui est assez vaste. J'ai encore quelques années devant moi pour pouvoir le mener à terme. Bonne chance avec ça. Est-ce que vous aviez peut-être une dernière, quelque chose que vous auriez aimé rajouter ou quelque chose dont vous auriez aimé parler, qu'on n'a pas abordé?
Je pense qu'on a fait un grand tour et un certain nombre de détours, je m'en excuse. Je me permets de renvoyer les personnes qui seraient intéressées par cette question-là à un numéro de revue que j'ai eu l'honneur et le plaisir de diriger sur les croyances irrationnelles avec plusieurs articles. Je suis assez fière de ce collectif-là parce que c'est un collectif en épistémologie dont l'ensemble des contributeurs sont des contributrices. Donc c'est un numéro en épistémologie avec seulement des femmes. Ça s'est trouvé comme ça, c'était pas nécessairement mon but, mais j'en étais très heureuse. Et il y a des articles sur les croyances collectives irrationnelles, la duperie de soi, le doute raisonnable, et un article que j'ai rédigé sur la question précisément de l'ignorance volontaire et dans laquelle les auditeurs et auditrices pourront retrouver beaucoup des choses qui ont été abordées aujourd'hui avec vous. Donc ce numéro a été publié dans la revue philosophique de la France et de l'étranger à l'automne 2018, si je ne me trompe pas. Je pense qu'on a suffisamment de matériel pour pouvoir pour pouvoir avoir une bonne réflexion sur notre façon d'être et notre façon d'acquérir la connaissance. Donc, je pense que maintenant, c'est le temps d'avoir un petit temps de réflexion individuelle. Merci beaucoup, Madame Banzini. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Puis c'était tellement intéressant que j'avais pas vu le gorille qui était assis juste derrière vous finalement. Je viens juste d'apercevoir l'ornithorynque que vous avez sur les épaules. Je l'ai amené, je savais que ça vous ferait plaisir. Merci beaucoup, puis au plaisir. Merci, au revoir.